Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment peut basculer une démocratie? Invité, l'auteur du Vertige identitaire, qui paraît chez Actes Sud et qui nous invite à tirer les leçons de l'expérience collective. Fils de résistant, directeur de recherche émérite au CNRS, Alain Chouraki préside la fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, seul grand camp en français, le Camp des Milles d'internement et de déportation toujours intact, où furent internées plus de 10 000 personnes, dont beaucoup d'artistes et d'écrivains de toute nationalité. Il se situe près d'Aix-en-Provence et il était actif entre 1939 et 1942. Avec un collectif, Alain Chouraki a étudié les mécanismes humains communs aux grandes tragédies, de la Shoah au génocide des Tutsis. Avec la fondation du Camp des Milles, il a aussi développé un indice d'analyse et d'alerte sur les tendances antidémocratiques de nos sociétés, un indice et des schémas pour comprendre l'engrenage menant au crime de masse. Bonjour Alain Chouraki. Bonjour. Et pour espérer toujours un plus jamais ça, vous diriez? C'est exactement le but. C'est le but lorsque c'est mobilisé le collectif dont vous parliez, qui était composé à l'origine de beaucoup d'internés, de résistants, non pas spécialement du Camp des Milles, mais qui étaient dans la région d'Aix-en-Provence et de Marseille. L'objectif, c'était cela. Ce n'était pas du tout des personnes qui souhaitaient qu'on se souvienne de leur histoire. D'abord, ce n'était pas directement leur histoire, mais c'était vraiment des personnes qui partaient de l'idée qu'il ne fallait pas que des lieux témoins disparaissent au moment où les témoins eux-mêmes s'effaçaient. That's the key to my existence. We survivors do not want C'est la clé de ma résistance. Nous, les survivants, ne voulons pas que notre passé soit l'avenir de nos enfants. I hope and believe that this generation J'espère et je crois que cette génération s'appuiera sur les grandes traditions de l'humanité, tout en comprenant que ces traditions doivent englober le pluralisme et la tolérance, la décence et les droits de l'homme pour tous. decency and human rights for all people, and must include Et elles doivent inclure l'opposition à l'antisémitisme et au racisme, quel qu'il soit. Cela devrait être un lieu commun plutôt que des exceptions. Voilà, 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz, Birkenau, l'appel de Roman Kent, survivant polonais de l'Holocauste, détenu dans le ghetto de Lodz et dans le camp de concentration d'Auschwitz. Il est décédé il y a un an. Nous, les survivants, ne voulons pas que notre passé soit l'avenir de vos enfants, de nos enfants. Tout est presque contenu dans cette Absolument. formule comme ambition, comme philosophie de votre action aussi. Et on peut résumer à travers ces mots la démarche du livre, hein, cette triple temporalité, le passé, le présent et l'avenir. Parlez-nous du travail que mène la Fondation depuis toutes ces années. Écoutez, d'abord, oui, c'était l'inspiration. C'était l'inspiration, c'était l'objectif. Ce que nous avons essayé, nous, Fondation du Camp des Milles, c'était de trouver peut-être de nouveaux chemins pour remplir cet objectif. Autrement dit, ne pas se contenter de la description de l'histoire et des horreurs de l'histoire pour considérer que cette émotion suffisait pour dépasser le plus jamais ça. Bien sûr qu'il faut s'exclamer, continuer à s'exclamer plus jamais ça. Et pour cela, il faut connaître le ça. Mais il faut aussi trouver comment faire pour que plus jamais ça. Et c'est à cela que nous nous sommes attelés. Alors, la Fondation du Camp des Milles, elle est le produit d'une longue histoire de bagarre, je dirais, qui a commencé en 1982, lorsque nous avons appris tout à fait par hasard non seulement que le camp, une partie du camp, la partie des traces, des dessins laissés par les internés, des dessins d'ailleurs magnifiques et ironiques, nous avons appris non seulement que cette partie risquait d'être détruite, mais en même temps l'existence même du camp. Nous ignorions, tout le monde ignorait, ou tout le monde feignait d'ignorer, en tout cas nous ignorions. Et face à cela, il y a eu une mobilisation immédiate parce que déjà dans la région en particulier, l'extrême droite, à la fois à travers des attentats et des votes, et d'une façon générale, les racismes et l'antisémitisme remontaient. Il n'était pas possible de laisser disparaître un tel lieu témoin. Et témoin en particulier des engrenages, des étapes. Bon. Donc mobilisation
Et cette mobilisation, à notre grande surprise, elle a duré 30 ans. Il a fallu 30 ans pour que nous arrivions à ouvrir, donc 2012, pour que nous arrivions à ouvrir ce lieu. Personne dans les autorités ne voulait remuer cette histoire. C'est très significatif. Nous nous sommes retrouvés avec de grosses difficultés, même avec la police, si je puis dire, qui par ailleurs joue un rôle magnifique maintenant pour protéger le lieu. Mais vraiment, il a fallu s'enchaîner aux grilles, etc. Enfin, bon, jusqu'au moment où nous avons, société civile, décidé de faire par nous-mêmes, d'où la fondation. Nous voulions que ce soit un lieu, un musée public, un mémorial public. Ça n'a pas été possible. Alors, personne de gauche comme de droite ne voulait réveiller cette histoire. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait peur dans cette histoire ? Remuer un passé qui est un passé avant tout français. Alors que pour nous, c'était l'objectif, non pas de battre notre coulpe, c'est-à-dire de dire nous, en tant que Français, on a été mauvais, etc. C'est pas l'essentiel. L'essentiel était, surtout dans les années 80, de casser l'idée qui était encore présente dans les esprits que seuls les méchants nazis et éventuellement les méchants allemands pouvaient être capables du pire. Non, les Français ont pu. Et au camp d'Émile, tout s'est passé avant l'occupation allemande de la zone sud. Tout, y compris les déportations d'hommes, femmes et d'enfants juifs en été 42, dans la foulée, si je puis dire, de la rafle du Veldiv, ça fait partie des rafles de cette période. Les enfants ont été proposés par Pétain et Laval, et les Allemands ont mis un temps avant d'accepter, parce qu'ils savaient, eux, que ça allait, au fond, faire évoluer, même bousculer la société française, qui était plutôt favorable à Pétain, ce qui s'est produit les préfets le montrent. Donc il ne fallait pas remuer cela. Et nous tenions à le remuer dans l'esprit qui était le nôtre, comprendre les mécanismes humains, et pas seulement allemands, nazis, etc. Comprendre cette histoire-là. Hein. Donc le camp d'Émile, il ouvre en 1939 ? Le camp d'Émile ouvre en 1939. Il ouvre en 1939. Sur décision de ? Il ouvre en 1939 sur décision de l'armée française qui, de façon très banale et très classique, décide d'interner les ressortissants du Reich ennemi. Bon, il se trouve que 95% de ces ressortissants étaient des Allemands, Autrichiens, amis de la France, démocrates, ayant fui le nazisme précisément pour se réfugier dans la démocratie et ils se retrouvent dans la République française et ils se retrouvent enfermés par la République française. Certains ne l'ont pas supporté, ce n'était pas la période la plus dure, mais tout de même certains ne l'ont pas supporté, comme l'écrivain Walter Hasenclever, très connu à l'époque, écrivain allemand, qui s'est suicidé. Bon, et puis ensuite c'est 1940 et c'est très intéressant parce que lorsque Pétain arrive en 40 au pouvoir, il n'a qu'à se baisser, si je puis dire, pour ramasser des textes qui existaient, déjà discriminatoires, que la République avait mis en place, entre guillemets, pour se défendre. Bon, et on peut le comprendre. Donc il y avait un décret-loi de 1938, par exemple, qui était sur les indésirables. C'était, entre guillemets, le mot de l'époque. Donc les concepts étaient là, la xénophobie était tolérée, voire encouragée. Et il y avait déjà des camps, puisque ce camp d'Émile, encore une fois... Ce qui fait que, par exemple, les habitants d'Émile n'ont pas vu presque la différence. Et ils nous disent, bon, pour nous, c'était les mêmes, c'était des boches, Pétain, pas Pétain. Bon. Et puis, ça a conduit, très, entre guillemets, naturellement, à la déportation des hommes, femmes et enfants. Donc cet engrenage, persécution xénophobe contre les opposants politiques, puis contre les juifs, jusqu'à la mort d'Auschwitz. Voilà, pendant 30 ans, certains n'ont pas voulu réveiller ce passé, réveiller cette histoire, réveiller cette mémoire. Aujourd'hui, d'autres réécrivent l'histoire. C'est le cas, selon l'historien Laurent Joly, d'Éric Zemmour. Il est l'auteur, Laurent Joly, de La falsification de l'histoire, paru chez Grasset en janvier. On écoute. L'idée de Zemmour, c'est de considérer que les droits de l'homme, toute cette évolution, tout ce processus, c'est quelque chose qui nuit aux intérêts de la France. Et que donc, si on arrive à convaincre les gens que, en fait, ce qu'a fait Vichy, c'est pas si criminel que ça. Vichy, en fait, a obéi, comme il dit, aux nécessités de la raison d'État. On peut espérer, en tout cas c'est ce qu'il pense, préparer l'opinion publique à accepter d'autres mesures qui, comme sous Vichy, on va supprimer les lois contre... Il y avait une loi qui existait et qui était d'ailleurs d'application très restrictive, qui pénalisait le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, on va supprimer, comme Vichy, on va supprimer ça. Et puis, contourner le pouvoir des juges. C'est quand même ça l'idée qui est derrière chez Zemmour. Et donc, quand vous voulez expulser 2 millions, parce qu'il l'a dit, vous voulez expulser 2 millions d'étrangers en 5 ans, comment vous faites ?
vous êtes bien obligé de contourner le pouvoir des juges. Voilà, ce rapport à l'histoire d'Éric Zemmour, selon l'historien Laurent Joly, qui instrumentalise l'histoire pour pouvoir, en cas d'arrivée aux responsabilités, faire voter des lois qui seraient liberticides, selon Laurent Joly. Vous avez vu vous avez reçu comment l'arrivée à nouveau de l'histoire avec un grand H dans l'actualité, dans ces débats, dans cette campagne présidentielle, la manière dont l'histoire a pu être utilisée aussi, voire détournée. Je l'ai vu arriver sans aucune surprise. Ce que vous avez dit au tout début montre que vous avez bien compris le propos du livre et qui est donc de montrer les étapes, l'engrenage des petites étapes qui petit à petit préparent des étapes plus fortes, plus dures. Et donc, il était tout à fait concevable que cela arrive par un canal ou par un autre. Très franchement, je m'intéresse beaucoup moins aux personnes et même aux mouvements politiques, qui expriment les tendances sociétales qu'à ces tendances sociétales qui permettent à ces partis ou à ces hommes de s'exprimer. Et alors là, quelles sont-elles? C'est Alors, justement un mauvais travail de mémoire, à commencer par cela, pour vous? Alors, on met souvent en cause le mauvais travail de mémoire. Oui et non. Oui, parce que visiblement, ça n'a pas suffi à éviter ce genre de dérive. Non, parce que je pense qu'il y a aussi des grandes phases pour le travail de mémoire. Nous étions dans une phase où les témoins étaient là et où ils pouvaient transmettre de façon directe et brute, si je puis dire, l'émotion de l'histoire. À partir du moment où le temps passe, où les témoins s'effacent, il est important que l'émotion, qui doit continuer à être entretenue, y compris par des lieux, que l'émotion soit complétée par un travail de raison scientifique le plus poussé soit-il. Et c'est, je crois, une grande originalité du camp d'Émile, que de porter un regard sur l'histoire autant que dans l'histoire, un regard pluridisciplinaire de sociologie, de psychosociologie, de sciences politiques, etc., philosophie et autres, sur cet objet historique. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet objet historique que constitue la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, l'histoire concrètement du camp d'Émile, et comment le rapprocher peut-être d'autres histoires. Donc ce sont ces mécanismes-là que nous avons voulu mettre au jour en nous disant, en comprenant les étapes et les mécanismes, nous pourrons, nous l'espérons, mieux prévenir, mieux nous situer. Et cette tendance sociétale, encore une fois, nous la décrivons en plusieurs étapes, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'était surtout pour souligner que l'important aujourd'hui n'est pas tant les canaux ou les personnes ou les partis par lesquels passe cette difficulté, mais le terreau qui permet à ces gens, à ces paroles de s'exprimer et d'être entendus. Et vous le dites, Alain Chouraqui, dans cet ouvrage que vous signez chez Actes Sud, Le vertige identitaire, vous rappelez que l'engrenage se met souvent en route à partir de préjugés et de tensions sociales, que c'est le terreau, ça, comme vous le nommez, que le premier acte ou le deuxième, si on repart du terreau, c'est la montée des extrêmes, souvent autour de cette notion d'identité, et qu'il y a encore 2 autres étapes au moins avant un basculement qui peut s'avérer fatal. Quelles sont ces 2 autres étapes telles que vous les avez identifiées? Alors, effectivement, lorsque l'on pratique une méthode que nous avons mise au point, qui s'appelle la convergence des mémoires, ce que nous recherchons, c'est ce qu'il y a de commun dans les grandes tragédies, et en particulier les grandes tragédies génocidaires. Autrement dit, retrouve-t-on dans le génocide des Tutsis, dans le génocide des Arméniens, les crimes à l'égard des Tziganes et bien sûr la Shoah, des mécanismes semblables. La question s'est posée depuis longtemps de savoir si la Shoah était unique ou si elle était universelle. Bon.
Moi, je réponds les deux. Évidemment que comme tout événement historique, en particulier aussi extrême, elle a son unicité. Par exemple, l'utilisation des sciences et des techniques les plus modernes à l'époque, etc. Bon, donc ça, c'est une spécificité. Mais il y a aussi des processus sociétaux dont on pouvait se demander et dont on a pu constater qu'ils se reproduisaient dans chacun des grands génocides dont je parlais, alors qu'il s'agit de continents différents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, alors qu'il s'agit de périodes tout à fait différentes et de peuples évidemment différents. Bon, donc à notre grande surprise, je disais, même si nous faisions l'hypothèse qu'il y avait ce même mécanisme, à notre grande surprise, nous avons trouvé que partout, il y avait la même combinaison de mécanismes individuels, collectifs et institutionnels. Et cette combinaison se décline effectivement en plusieurs étapes. Ces étapes constituent un engrenage toujours nourri par l'extrémisme identitaire. Toujours nourri par l'extrémisme identitaire. Mais vous mettez quoi justement derrière cette notion d'identité? Ça, c'est important parce que c'est pas un concept toujours négatif, l'identité. On parle de mémoire, c'est important de savoir déjà qui nous sommes et de savoir aussi d'où l'on vient. Il peut y avoir de la cohésion autour d'une identité commune, en tout cas autour de cette sensation ou ce sentiment-là. À quel moment est-ce qu'on tombe dans l'obsession identitaire ou dans le vertige identitaire, comme vous le nommez, Alain Chouraqui? Alors d'abord un petit mot, parce que je souhaiterais l'ajouter à propos de la notion de mémoire. En 2 mots, notre travail, vous l'avez compris, c'est de passer d'une mémoire que nous appelons révérence aux souffrances du passé, tournée vers le passé, à une mémoire référence pour le présent, d'où cette construction par la raison de ce qui permet d'en faire une référence. Bien. Alors, vous me demandez effectivement, vous me posez la question de l'identité. Bien entendu, et je le dis dans l'ouvrage, je crois, lourdement, la question identitaire, elle est légitime. Pourquoi lourdement? Oh, parce Oui, que je le vous répète. insistez, mais voilà. Vous sentez qu'on peut vous attaquer là-dessus Mais oui, éventuellement. bien sûr. Mais vous y croyez en plus, par ailleurs, Ah que mais, l'identité n'est pas en soi un concept mais forcément attendez, négatif. nous D'accord. nous posons tous... Donc allons-y, Oui, lourdement. complètement. Alors, complètement. J'y insiste parce que c'est trop facile de dire, mais attendez... Question identitaire et légitime, bien sûr. Nous nous posons tous la question de ce que nous sommes comme hommes, comme chercheurs, comme Français, Voilà, voire comme peuple, oui, c'est ça. comme peuple, moi Comme comme nation. juif, etc., etc. Bon. Donc, c'est une question légitime. Mais vous avez rappelé l'expression. Autant l'identité, la question de l'identité est légitime, autant l'obsession identitaire qui est portée et qui porte l'extrémisme identitaire peut être mortifère et a été mortifère dans le passé. Et je dirais même que c'est probablement le moteur, cet extrémisme identitaire, cette obsession identitaire, est le moteur le plus puissant des pires horreurs du passé. D'où l'importance particulière à apporter à prévenir cette dangerosité. Même si parfois on peut parler de parano à un moment ou à un autre, non. Lorsqu'on analyse les choses, que l'on voit que des indices objectifs et qualitatifs montrent que le danger est là, il faut y aller. Alors, exemple, par exemple, où est-ce que vous voyez... Exemple, où par en est-on exemple, aujourd'hui? non, mais Ah, je me répète un peu, c'est redondant. parce que j'ai pas Où est-ce que répondu vous voyez... probablement. Non, où est-ce que vous voyez... Non, non, où est-ce que vous voyez de l'obsession identitaire aujourd'hui? Justement pour comprendre où est la mauvaise et la bonne identité, ou quand est-ce que l'identité vire au vertige ou à l'obsession. Comment ça se traduit? Ça s'est traduit notamment dans les quelques 3 mois où je rédigeais ce livre. Nous avions sur toutes les chaînes des débats qui ne portaient que sur l'islam, l'immigration, l'identité française qui serait menacée, le grand remplacement, notion confuse qui était reprise un peu partout et du coup discutée. Bon, et sont passées complètement au second plan les questions sociales, sociétales, climatiques, les rapports de genre qui sont en pleine évolution, les questions économiques, la question... Bien, bon. Donc, c'est ce que j'appelle l'obsession, lorsque la thématique de l'identité domine le débat public. Encore une fois, que ce soit un des éléments du débat public, fort bien, mais sinon, ce sont toutes les passions plus ou moins troubles qui sont mises en avant et qui peuvent nourrir l'engrenage. Vous m'aviez posé la question des étapes, je n'y ai pas clairement répondu. Nous sommes, de notre point de vue, au milieu
de l'étape médiane, au milieu de l'étape médiane, qui peut conduire au pire. Qu'est-ce que c'est que cette étape médiane ? L'étape médiane, dans l'histoire, elle est caractérisée par une perte de repères collectifs, un rejet des institutions démocratiques quand elles sont démocratiques, un rejet des élites, une crispation identitaire et une brutalisation du débat et des actions jusqu'aux violences racistes et antisémites. Bon. Nous y sommes. Le nous, c'est la France. La France et beaucoup d'autres pays. On a vu aux États-Unis ces crispations-là, elles sont toujours là, on le voit à l'est de l'Europe. C'est tout de même le nationalisme russe qui attaque l'Ukraine. Bon, donc ces crispations identitaires, alors quand je dis identitaire, ça peut être nationaliste, ça peut être religieux, je pense notamment bien sûr au djihadisme, mais pas seulement, il y a des extrémismes, on évoquait les États-Unis, et ce peut être ethnique bien entendu. Donc nous avons maintenant tous les éléments pour que notre société, qui a évité au fond de basculer dans les quelques mois qui viennent de se passer, les élections présidentielles en particulier, tous les éléments pour que notre société puisse basculer. Et nous parlons donc d'une démocratie sur une ligne de crête. Voilà. Et sur une ligne de crête, on ne joue plus. Notre indice ou l'indice de bonne ou mauvaise santé, on va dire de bonne santé démocratique, s'est encore dégradé pour vous pendant cette campagne. Complètement. Complètement. Cette dédiabolisation, cette obsession aussi identitaire qui a pu être formulée. Oui. Alors, que je précise les choses. Nous avons donc une analyse qualitative qui nous permet d'avoir une grille de lecture dont je disais qu'elle nous permet d'affirmer que nous sommes au milieu du processus qui peut faire basculer la démocratie. Mais nous avons aussi un outil quantitatif. Cet outil quantitatif, c'est l'indice que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est construit à partir des paramètres de l'histoire que j'évoquais tout à l'heure. À partir de chaque paramètre, nous avons trouvé des mesures que l'on peut combiner et qui montrent que depuis 1990, l'indice de risque pour la démocratie est passé de 100 en 1990 à 488 l'année dernière. Donc une multiplication par 5, avec quelques hauts et quelques bas. Sur les bas, nous y reviendrons peut-être parce que ça prouve que la résistance peut être efficace. Voilà, avec des moments de recul et vous mettez notamment en avant aussi la mobilisation collective de janvier 2015 qui avait mais aussi celle qui a fait que le vote n'a pas été comme on a. Certains, dont moi, ont pu le craindre en avril. Quoi. Voilà, qui montrent des moments de réaction collective. On va venir effectivement aux résistances parce que ces mécanismes de résistance sont essentiels pour comprendre. Mais vous montrez globalement dans ce livre que des régimes autoritaires ou des régimes hybrides utilisent aussi souvent la démocratie pour en affaiblir les principes. On pense à la Hongrie de Viktor Orban, qui est d'ailleurs passé par le jeu démocratique, qui a suivi les règles du jeu démocratique pour accéder au pouvoir et qui peut aussi instrumentaliser à un moment ces règles du jeu. Vous parliez de la mémoire révérence que vous opposiez à la mémoire référence. Ça a évoqué chez nous les mots aussi du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, auteur du Laboureur et les mangeurs de vent, cette opposition-là entre liberté intérieure et confortable servitude. On l'écoute. Le danger des mangeurs de vent, c'est qu'ils sont très convaincants, parce qu'ils provoquent l'extase, ils ont des raisonnements simples, la pensée paresseuse, elle est facile, c'est convaincant, et c'est euphorisant, et beaucoup de gens suivent les mangeurs de vent. Si vous ne croyez pas, regardez le nombre de dictateurs qui aujourd'hui ont été démocratiquement élus. Parce que c'est quand un peuple est en désespoir social, économique ou en guerre, le refuge, c'est quand même de croire en un sauveur. Et ce sauveur-là dit, moi j'ai la vérité, votez pour moi et donnez-moi un peu de monnaie en passant. Et ce processus se répète depuis très longtemps. Voilà, il est peut-être là le risque que vous souhaitez pointer aussi, Alain Chouraqui, cette perte de repères et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Oui, alors effectivement, on est durablement sur des pertes de repères. Il se trouve qu'avant de travailler sur ces aspects-là, j'ai consacré une bonne partie de ma vie de chercheur à la question de déstabilisation
des règles et des repères moraux, juridiques, religieux, qui en même temps, parce que partout où j'allais, dans les disciplines, en sociologie, on me parlait des repères sociaux ou politiques, droite-gauche, etc. Bon, dans la sociologie de la famille, on me disait la même chose. Chez les juristes, on parlait d'un droit déstabilisé. Bon, partout des déstabilisations. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ces pertes de repères, qui sont largement dues à une accélération des changements et à un développement de la complexité. Et cela, on n'en sortira pas facilement. On peut quelque part espérer, divine surprise, que des crises comme la Covid ou le souci climatique conduisent à, j'allais dire, lever le pied de l'accélération de cette société qui provoque ces pertes de repères individuels et collectifs. Mais ils sont là. Et quand ils sont là, on a, ce qu'évoquait Cyrulnik à l'instant, on a une partie de la population, souvent un tiers, qui ne supporte pas ces pertes de repères. Tandis qu'un autre tiers construit ses propres repères, des autonomes construisent leurs propres repères face à la perte des repères collectifs, un tiers, je le disais, cherche des repères forts et notamment des hommes forts. Ce qui me conduit aussi à, par rapport à votre question, à revenir sur la notion de démocratie. Oui, Hitler, comme d'autres que vous avez cités, sont arrivés au pouvoir par des élections, et pour beaucoup des élections libres. Mais cela conduit à se souvenir du fait que la démocratie n'est pas qu'une élection. On a oublié cela. Est-ce que Hitler et son régime étaient démocratiques parce que élus? Non. Ce n'est qu'une condition, je dirais, sine qua non, mais la démocratie, ce sont des principes, c'est le respect des minorités, c'est le respect des droits et libertés, c'est le respect de la justice et des médias. Ça n'est donc pas un hasard si Trump, en Hongrie, bien sûr, les nazis, etc., ne respectaient ni la justice, ni l'indépendance de la justice, ni l'indépendance des médias. Donc c'est tout à fait essentiel de voir se jeter dans les bras d'extrémistes et souvent d'extrémistes identitaires, les gens qui sont en recherche de repères forts. Alors où est-ce que vous voyez des actes de résistance aujourd'hui, hein? Partout. Partout? Oui, heureusement, c'est la bonne nouvelle. Oui, partout, partout, parce que, bon, d'abord, si vous voulez, et je tiens à le dire, pour nous, la bonne nouvelle au Camp des Mille tous les jours, c'est de voir le regard des jeunes qui, parfois, sont culturellement, socialement le plus éloignés de cette histoire, et ce regard s'allume en quelques minutes. Ils sont curieux, ils sont ouverts, ils n'avaient pas les connaissances, on leur avait raconté n'importe quoi, etc. Et à partir du moment où on les aborde à travers des questions qu'ils vivent tous les jours, la passivité, la soumission aveugle à l'autorité, l'effet de groupe, la soumission au chef, etc., on parle d'eux, et là ils écoutent, et ils comprennent que ce sont des mécanismes qui ont, à l'époque, conduit au pire, et ça les concerne. Bon, ça c'est au quotidien, j'allais dire, une espèce de mini-résistance, mais multipliée par 400 gamins par jour, ça peut finir par compter. Mais d'ailleurs, vous plaidez pour un devoir de désobéissance, hein, Oui, face à certaines situations. lorsque la légalité se distingue de la légitimité. Il faut y faire très attention parce que beaucoup font n'importe quoi avec ce devoir de désobéissance. Hein. Devoir de désobéissance ne veut pas dire que si on a un sentiment d'injustice, eh bien, on peut y aller et tout balancer en quelque sorte. Non, devoir de désobéissance, c'est lorsque vraiment on se retrouve devant des situations extrêmes. C'est ce qui a conduit, par exemple, le Conseil constitutionnel à reconnaître la valeur constitutionnelle de la fraternité. Des migrants ont été sauvés ou aidés par une personne qui était en infraction avec la loi au sens strict. Bon, la légitimité était de son côté. Et à partir du moment où le Conseil constitutionnel a reconnu ce principe de fraternité, il n'a plus été poursuivi. Cédric Herrou au lieu du délit de solidarité. Exactement. Bon. Donc, de façon très mesurée, très réfléchie, il est important de se dire à certains moments, je dois désobéir. Et vous savez, quelle a été mon émotion lorsque j'ai vu un général 4 étoiles au Camp des Mille s'adresser lors d'une commémoration au public en disant « Nous ne devrions pas être ici ». Parce que mes homologues à l'époque, et un préfet, un grand préfet avait dit la même chose, mes homologues à l'époque auraient dû désobéir, n'auraient pas dû suivre. Alors évidemment, ce sont des situations
exceptionnelles, difficiles, mais il faut les avoir à l'esprit. Et nous terminons la visite d'ailleurs au Camp des Mille par un mur des actes justes qui montre qu'on n'a pas besoin d'être un saint ou un juste pour faire de belles choses, mais qu'on peut tout de même agir chacun à sa manière. Et vous convoquez d'ailleurs assez joliment une somme de courage dont il faudrait faire preuve presque au quotidien, et notamment le courage de Sisyphe, celui de ne jamais baisser les bras et de toujours remettre l'ouvrage sur la table encore et encore. On a parlé un peu de la France, et juste pour terminer avec vous, Alain Chouraqui, j'aimerais qu'on regarde à l'échelle européenne ce qui se joue aujourd'hui. Il y a eu la pandémie qui a touché, là pour le coup, le monde entier, mais il y a aussi cette guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, et qui donne aussi peut-être le vertige pour une jeune génération qui pensait qu'elle allait continuer à grandir sur un territoire pacifié, et qui voit le retour de la guerre arriver dans nos vies, dans sa vie aussi. Est-ce qu'au niveau européen, cet indice est aussi en train de se tendre et de baisser? Oui, bien sûr. D'abord, je l'évoquais tout à l'heure parce que le moteur qui pousse les Russes, enfin Poutine en tout cas, à agir, était clairement un moteur nationaliste et peut-être même un moteur religieux. Bon, Mitterrand disait que le nationalisme c'est la guerre, c'est connu. Je pense que c'est une confirmation de plus. Mais votre question m'amène à souligner que on parle d'impensable. C'était impensable le retour de la guerre. De même que ce serait impensable que demain un régime extrémiste identitaire prenne le pouvoir en France, etc. Et pourtant, on n'a pas été loin. On voit de grandes démocraties qui ont basculé. Donc, l'impensable, nous savons que l'impensable est possible. Nous le savons maintenant. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de décortiquer comment cet impensable peut arriver. Bref, penser l'impensable. Et c'est possible. Nous avons tous les éléments. L'histoire est une matrice, une ressource extraordinaire pour comprendre les étapes que nous passons. Alors pour l'Europe, c'est une occasion de se rassembler autour de valeurs démocratiques, au fond, qui ne sont pas tellement partagées dans le monde en général. Bon. Mais ça peut être aussi une occasion de désagrégation. Il est clair que si, par exemple, la France ou l'Allemagne basculaient, c'était l'enjeu des dernières présidentielles et peut-être encore des législatives, l'Europe et ses valeurs seraient mal. Merci beaucoup à vous, Alain Chouraqui. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Le vertige identitaire que vous signez, qui vient de paraître chez Actes Sud. Demain, on reparlera de l'Europe, de la construction européenne, de ces temps troubles et tourmentés dans lesquels nous vivons, en deux parties dans la grande table, puisque demain aussi, dès les matins de Guillaume Erner, France Culture lancera avec Arte la 2e édition de son Festival des idées et maintenant, qui se tiendra en octobre, avec un questionnaire que vous allez dès à présent pouvoir remplir. On vous en dit plus, on vous dit tout demain à ce sujet. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. Oriane Delacroix avec Violaine Malstaff pour la Grande Table Culture. Laura Dutèche-Pérez avec Lucas Bretonnier pour la Grande Table des idées. C'était Thomas Beau à la réalisation avec Anthony Thomasson à la technique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite tout d'abord une très belle après-midi sur France Culture.